« 22 tonnes de matériel médico constituant le deuxième lot de la commande du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a été réceptionné hier par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin. C'était à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Opération coup de balai au SOS village d'enfants de Ndjari, opération conjointement menée par des organisations féminines avec l'appui du ministère de la Femme. C'est dans le cadre de la semaine de citoyenneté. Et puis la campagne agricole en cours se déroule dans de très bonnes conditions dans le Hadjar Lamis, constat du ministre de l'Agriculture qui a séjourné dans la province. Cela se justifie par l'abondance de la pluviométrie. Nous sommes dimanche 13 septembre 2020. Très heureux de vous retrouver. Vous suivez le 20h sur Télé Tchad. L'attente a été longue, mais les élus consulaires ont réussi à départager les deux challengers. Ainsi, la majorité des élus ont accordé leur confiance au candidat de l'Alliance pour le consensus conduit par Ali Hadji Mahamad Seïd avec 65 voix contre 41 pour le perdant Amir Adoudouartine. D'ores et déjà, l'équipe de l'Alliance du consensus propose de doter dans le cadre de sa mandature une vision ambitieuse qui fédère l'ensemble des opérateurs économiques du Tchad autour d'un projet commun. Comment donc se fera cet ambitieux projet? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, nous avons fait appel au nouveau président de la CICIAMA, M. Hadji Mahamad Seïd. Bonsoir, M. Ali Hadji Mahamad Seïd. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci. Merci. Place à notre journal. Le Tchad, à l'instar des autres pays membres du SILS, a célébré le samedi 12 septembre 2020 la 35e édition de la journée du SILS. À cette occasion, le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice du SILS, a fait une déclaration au cours de laquelle il a abordé plusieurs questions liées à l'avenir de l'organisation. Gassissou Sakanga revient sur les différents enseignements du président, de la déclaration du président du SILS. Suivez. La célébration de cette 35e journée se déroule dans un contexte très hostile. Au-delà du thème qui fait référence aux effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest et les efforts d'adaptation du SILS pour la production de l'information, vient s'ajouter la vague d'inondations qui frappe de plein fouet quasiment tous les États membres du SILS. Dans son adresse, le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, a précisé qu'au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, le SILS, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a engagé des actions urgentes pour accompagner et assister les États membres dans leur quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Face à cette situation très difficile, le président en exercice rassure que le SILS a fortement appuyé les États dans la révision ou l'élaboration des plans de réponse ou de ripostes plus intégrés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de prévenir toute catastrophe humanitaire d'envergure dans la région dans ce nouveau contexte. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno va plus loin dans sa communication en proposant de rechercher des solutions innovantes et intégrées pour atténuer les efforts de cette crise sanitaire qui aura sans aucun doute des répercussions à long terme sur l'espace SILS. Ainsi donc, il est impératif de renforcer la capacité des populations à mieux faire face aux aléas de tout genre qui sévissent dans cet espace, à l'image des inondations qui touchent aujourd'hui une bonne partie des pays du SILS. En sa qualité de président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno décide d'engager toute l'institution en synergie avec la CEDEAO, l'UMOA, le G5 Sahel et les autres organisations intergouvernementales à mutualiser leurs efforts pour une meilleure complémentarité.
Soucieux de l'avenir institutionnel de l'organisation, Idriss Déby Itno réitère l'engagement du SILS à soutenir les efforts des États membres dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout à relever les défis combien importants à venir qui passeront nécessairement par la mise en œuvre de la réforme organisationnelle et institutionnelle afin de confirmer son leadership régional dans ces domaines de compétences. Merci Gassissou. Après l'acquisition de la première commande des matériels médicaux de lutte contre le coronavirus, le 27 juin dernier, le gouvernement, à travers le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a réceptionné hier soir à l'aéroport international Hassan Diamous le deuxième lot de matériels médicaux en provenance de l'Inde. Ce matériel va renforcer les plateaux médicaux des hôpitaux en N'Djamena et dans les provinces, nous dit Kanouba Théophile. 22 tonnes de matériels médicaux de la haute technologie pour renforcer les plateaux techniques des hôpitaux de la capitale et 7 autres des provinces. Ceci pour des diagnostics et analyses beaucoup plus fiables en un temps record. Aussi pour des traitements de la maladie à coronavirus et autres maladies cardiovasculaires. Toute cette armada d'équipements qui vise à soigner les Tchadiens est une commande du gouvernement faite dans les règles de l'art par l'entremise du ministère des Finances et du Budget. Accompagné du secrétaire d'État à la santé publique et de la solidarité nationale, Didi Ali Sougoudi, le conseiller du président de la République à l'enseignement supérieur, Hissène Massar Hissène, et des membres du comité national de riposte contre la Covid-19, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a tenu faire le déplacement de l'aéroport international Hassan Diamous pour réceptionner ces matériels médicaux. Pour le secrétaire d'État à la santé publique et de la solidarité nationale, cette deuxième commande est d'une importance capitale pour son département. Ces matériels vont nous permettre de renforcer notre système de santé. Vous savez que dans beaucoup de pays, il y avait eu à un moment donné une difficulté à pouvoir contenir le Covid. C'était essentiellement lié à la riposte qu'il faut organiser, les diagnostics qu'il faut rendre fiables et pérennes. Et nous, bien heureusement, nous avons pu également solliciter l'appui des partenaires, mais également l'appui de notre système financier qui nous a renforcés en achetant ces appareils. Quant au coordonnateur du comité national de riposte contre la Covid-19, professeur Choua Ouchemi, il n'a pas caché sa satisfaction pour cette action des plus hautes autorités qui permettra à l'institution qu'il dirige d'accélérer les tests et la prise en charge des malades du coronavirus. Le gouvernement a pris l'engagement de faire monter en puissance nos structures sanitaires, à la fois en termes de capacité d'accueil, de traitement, de diagnostic, de prévention, de formation du personnel médical et de sa protection, devait préciser le ministre des Finances et du Budget à l'issue de la réception de ce matériel. Je vous propose de l'écouter. Depuis l'avènement de la Covid-19, le gouvernement du Tchad a pris des mesures importantes en termes de prévention, en termes de contrôle, de maîtrise et de lutte contre cette pandémie. Mais en même temps, il a été question d'augmenter nos capacités en termes de diagnostic, de prévention, de traitement, de prise en charge des malades. C'est ainsi que le gouvernement avait lancé une commande importante, les scanners, ou bien des unités de production d'oxygène et de laboratoires de tests. Le premier vol spécial de grande capacité qui a amené la première vague de ces équipements qui sont en cours d'installation par quatre techniciens indiens accompagnés de nos propres techniciens dans les hôpitaux de N'Djamena. Et la deuxième vague, la plus importante aujourd'hui par vol spécial, qui vient amener les deux unités de production d'oxygène ainsi que d'autres matériaux annexes et des pièces de rechange et de maintenance et d'électricité. Découvrons donc ensemble la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 13 septembre 2020. Elle se présente comme suit: sur 316 échantillons analysés, un cas confirmé au moyen Mayo-Kébi Ouest, contact du cas précédent, 0 guéri, le total reste à 938.
0 décès, total des décès 80, 66 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1084, dont 276 femmes réparties dans 16 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. La secrétaire d'État aux finances et au budget, Ndolenodji Alix Naïbaï, a fait hier donc une déclaration conjointe sur la mission du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Il s'agit en fait le bilan des activités de la mission FAGAS au Tchad. Je vous propose de l'écouter. Le programme de la mission s'est articulé autour de 3 activités majeures. Des rencontres avec les principaux acteurs au développement économique afin de mieux faire connaître le FAGAS, son rôle et ses mécanismes de fonctionnement, les rencontres bilatérales avec les banques locales, les audiences avec les autorités tchadiennes. Au titre des ateliers, 3 réunions ont eu lieu. La délégation a tout d'abord tenu une séance plénière à la BEAC, placée sous le haut parrainage du ministre des Finances et du Budget. Cette séance qui a porté sur le thème « Le financement de l'économie tchadienne ». Le financement de l'économie tchadienne, quel rôle pour le FAGAS? À cette occasion, les modes opératoires du FAGAS ont été présentés et les questions relatives à l'adaptabilité de ces mécanismes d'intervention aux réalités du marché tchadien ont été développées. La mission a également rencontré Tchad Innovation Hub le jeudi 10 septembre 2020, les startups et plusieurs responsables d'incubateurs. À l'instar des startups, la mission a par ailleurs pris attache avec la Chambre de commerce, CCIAMA, pour une séance de travail avec les opérateurs économiques tchadiens sur le rôle du FAGAS dans l'accès au financement des entreprises. Banque étant au cœur du dispositif de mise en œuvre des garanties du fonds, des rencontres bilatérales ont eu lieu notamment avec la BICIC, la BCC, UBA, la CBT, Ecobank et Orabank afin de développer des synergies pour impulser le financement des projets d'investissement productifs. Pour renforcer le rôle central du FAGAS dans l'appui au développement du Tchad, la mission a été reçue en audience par les membres du gouvernement. Avec le ministre des Finances et du Budget, les entretiens ont porté sur la situation du fonds et ses perspectives pour le Tchad. La mission a été reçue également en audience par le ministre de l'Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale. À cette occasion, des entretiens se sont articulés, notamment autour de la contribution du FAGAS dans la mise en œuvre du Programme national de développement. Les échanges avec le ministre de l'Énergie ont porté sur le plan d'urgence d'accès à l'électricité 2021-2023. Avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, l'audience a concerné le soutien du fonds du programme de financement des jeunes entrepreneurs tchadiens. Ndolenodji Alix Naïbaï, secrétaire d'État aux finances et au budget. Parlant du FAGAS justement, la représentante régionale de l'Organisation pour l'Afrique centrale, Emmanuelle Migan, a rencontré elle aussi hier les opérateurs économiques. Les échanges ont porté sur le rôle du FAGAS dans l'accès au financement des entreprises tchadiennes. Adoumbe Hortense. À la Chambre de commerce, la délégation du FAGAS en mission au Tchad dévoile aux opérateurs économiques ses produits et les opportunités à saisir pour la concrétisation des projets porteurs. La représentante régionale du FAGAS pour l'Afrique centrale qui présidait la rencontre explique les démarches et les possibilités d'accès au financement de ce véritable levier de développement au service des États membres par le canal des banques. Vous, en tant qu'opérateur économique qui disposez de projets qui sont prêts à être financés, vous avez une panoplie de produits du FAGAS qui pourraient vous accompagner dans votre démarche. Et nous avons les montants alloués par la banque et les montants garantis par le FAGAS.
Le FAGAS intervient en termes de quotité à hauteur de 50% du montant financé par la banque. Les différents opérateurs économiques présents à cette rencontre trouvent opportun cette offre dans ce contexte de crise sanitaire qui met au ralenti l'économie mondiale. Nos banques primaires, vous avez le tout, sont très chères. Et les lenteurs administratives de nos banques sont très dures. Et les citoyens tchadiens aujourd'hui n'ont pas les moyens de garantie bancaire que nos banques imposent. Néanmoins, ils s'interrogent sur les garanties, les taux de décaissement et la durée des remboursements selon les différents types de crédits disponibles. Ils sollicitent par ailleurs l'allègement de certaines conditions selon le contexte de chaque pays pour favoriser l'entrepreneuriat et booster l'économie. C'est l'heure de retrouver notre invité de ce soir, M. Ali Hadji Mahamat Seyid. Ce soir, nous allons parler des projets de la nouvelle équipe de la CCAMA. M. Ali Hadji Mahamat Seyid est d'ailleurs le nouveau président de cette institution. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Permettez qu'on plante le décor avec ce reportage consacré à l'élection, vous conduisant à la tête de la CCAMA, et c'est signé Damgué Joël Lidné. Ali Hadji Mohamed Seyid de l'Alliance Consensus préside désormais à la destinée de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat pour un mandat de 4 ans allant de 2020 à 2024. Il a remporté cette élection avec 65 voix des élus consulaires contre 41 pour son challenger Amir Adoudou Artine, candidat à sa propre succession. C'est une élection présidée personnellement par le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Lamine Moustapha, qui a situé les enjeux de ce processus électoral déterminant dans le renforcement du partenariat public-privé. Pour cette confiance placée en sa personne, le nouveau président de la CCAMA promet de donner le meilleur de lui. Nous sommes émus parce que si notre liste a été choisie avec une large majorité par des hommes d'affaires, donc ce qui veut dire que ces gens-là placent une confiance en nous. Et donc il nous appartient également de mesurer un peu la responsabilité qui nous attend. Parce que si on vous fait confiance, ce n'est pas juste pour vous faire plaisir, mais c'est aussi pour faire, ils attendent de nous un résultat. Félicitant le nouveau président, son prédécesseur a marqué sa disponibilité à lui apporter son soutien. Je pense que le résultat est là. Notre équipe a perdu, donc nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe, tout en sachant que nous sommes élus consulaires et donc on va toujours participer avec eux aux travaux qui concernent notre chambre. Le climat d'entente et d'apaisement qui a prévalu au cours de cette élection augure sans nul doute un lendemain meilleur pour le secteur privé, levier du développement du Tchad. Monsieur Ali Hadji Mahamat Seyid, toutes nos félicitations à vous. Merci. Vous avez élu, c'est par rapport à votre projet que vous dites ambitieux. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour faire de la CCAMA un outil au service des hommes d'affaires tchadiens? Merci. Il faut rappeler que la CCAMA doit normalement accomplir 3 points essentiels. D'être d'abord le crédit d'information à caractère économique pour notre pays, donc offrir un peu l'ensemble des informations nécessaires au secteur privé, jouer efficacement le rôle d'interface entre le pouvoir public et le secteur privé, et également servir de conseil au gouvernement. Donc pour effectivement jouer ce rôle de manière effective, il fallait effectivement mettre en place un certain nombre de choses. D'abord en passant un peu par le renforcement des capacités de la Chambre. Quand on dit renforcement de capacité, renforcement institutionnel, renforcement des ressources humaines, renforcement tout court. Mais également, il faut passer, pour arriver à renforcer, il faut également faire un renforcement des capacités de la Chambre à mobiliser ses ressources propres. Il ne faut pas toujours attendre toujours les subventions, parce que c'est avec les ressources qu'on peut, on est obligé de mobiliser des ressources pour faire les activités prévues. Et il faut également renforcer la capacité des acteurs. Et donc voilà un peu la stratégie que nous comptons mettre à travers ces 3 points que je viens de citer. On va arriver effectivement à atteindre ces objectifs. On espère bien. Monsieur le Président de la CCAMA, l'industrialisation reste un véritable défi pour l'économie tchadienne. Que comptez-vous donc faire pour inciter les hommes d'affaires
à s'intéresser à l'industrie? Bien sûr, ce qui manque, effectivement, c'est l'information, la sensibilisation, l'accompagnement manque. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques ignorent le potentiel que nous avons dans notre pays, parce que nous avons un potentiel énorme en matière d'agriculture, en matière d'élevage. Et donc, en essayant effectivement de mobiliser les opérateurs économiques autour de la Chambre de commerce, on peut effectivement arriver à inculquer cette dynamique dans l'industrialisation, parce qu'il ne faut pas oublier que le développement d'un pays passe par le développement du secteur privé. Et nous sommes à la veille de la mise en œuvre qu'on appelle de la zone de libre-échange. Et donc, soit nous allons essayer de prendre des décisions, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des opérateurs économiques, pour essayer effectivement de se préparer à l'entrée dans ces grands marchés qui risquent de nous carrément de nous engloutir, de faire de nous des consommateurs si on n'essaye pas de se prendre. Donc nous allons effectivement aller très rapidement avec des projets, avec un programme concret avec le gouvernement, pour prévoir même un pacte, une convention carrément cadre avec l'État pour essayer d'aller plus vite. Merci. L'informel demeure la base de l'économie. Quelle stratégie? On va aller de stratégie en stratégie, Monsieur le Président. Oui. Quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour amener les acteurs du secteur informel à migrer vers le formel? Bien sûr, le secteur informel tchadien, c'est même une chance inouïe, parce que moi, je ne parle même pas d'impénal, je parle beaucoup plus de pépinières d'entreprises pour notre pays. Et donc, toujours en essayant, en travaillant avec la Direction générale des impôts, avec les autres structures de l'État, en mettant en place très rapidement un centre de gestion agréé pour essayer effectivement de recenser cette mine en quelque sorte pour notre pays et de les accompagner vers effectivement le secteur formel. Et donc effectivement nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui en IGL, des entreprises qui sont dans le domaine des systèmes simplifiés, et donc tout ça en les accompagnant, en essayant de leur donner confiance et de venir à la Chambre de commerce, et donc on peut les accompagner progressivement, et ce qui permettra à notre pays d'élargir l'assiette fiscale. Vous venez de prendre les rênes de la CCAMA. Quelle politique voulez-vous mettre en place pour le secteur agro-pastoral? Effectivement, nous, on pense que ce sera un programme phare de notre pays, de notre mandature, et il ne faut pas oublier que toutes nos actions se situent dans le cadre, dans la droite ligne du plan national de développement, ce qu'on appelle PND du maréchal du Tchad. Et donc, il est effectivement indiqué que dans le cadre de ces programmes, surtout le volet de développement du secteur privé, la diversification de notre économie, l'augmentation de la production, et donc nous allons essayer de nous situer effectivement dans ce cadre-là, sensibiliser les opérateurs économiques, toujours, recenser ceux qui sont aujourd'hui en mesure d'aller vers ce volet, et discuter avec le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture, surtout dans le cadre de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, le maréchal du Tchad nous offre une opportunité, une place dans le cadre de discussions, ce qu'on appelle le conseil présidentiel, et donc on peut effectivement discuter ce projet sous carrément la supervision du maréchal du Tchad. Chacun va prendre un engagement, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du secteur privé, en essayant de fixer des objectifs très clairs, mesurables, et donc qui sera évalué chaque 3 mois. Qui a fait quoi? Et s'il y a un retard, il faut situer les responsabilités. Est-ce que c'est du côté du secteur privé ou c'est du côté de l'administration publique? Et ça nous permettra effectivement de développer très rapidement l'agriculture. Moi, je cite seulement deux points. Le riz. Aujourd'hui, nous consommons énormément de riz, mais nous avons également un potentiel énorme dans le domaine de production de riz. Aujourd'hui, nous avons des outils, nous avons des milliers de tracteurs qui ont été distribués. Il fallait essayer de rassembler tout ça pour qu'effectivement ça serve à la production. J'essaie également de citer aujourd'hui les sésames, aujourd'hui qu'on peut produire très facilement partout. Et je vous rappelle que cette année, par exemple, moi-même, j'ai lancé 1000 hectares de sésame. Et donc, c'est possible. C'est possible, avec un engagement clair, on peut aller très rapidement. Voilà un peu. Monsieur le Président, vous venez là de décliner les différents aspects de votre ambitieux projet. C'est vraiment ambitieux. Pensez-vous avoir les moyens de votre politique?
Bon, les moyens de notre politique, bien sûr qu'avec l'aide de Dieu et la bonne volonté, on peut y arriver. Il ne faut pas oublier qu'il faut montrer aux opérateurs économiques qu'ils gagnent de l'argent. De toute façon, ce n'est pas du social pur. Un opérateur économique, il faut essayer de rassurer, de lui donner la possibilité de gagner de l'argent. Et nous, on va essayer de discuter avec les opérateurs en ces termes. Par contre, avec le gouvernement, nous allons également discuter pour dire effectivement que voilà, ce sont des activités qui peuvent avoir des caractères sociaux en réduisant la pauvreté parce que ça crée de l'emploi, ça injecte de l'argent dans l'économie, ça crée de la valeur ajoutée. Donc on va essayer de discuter avec les deux parties, le secteur privé et le gouvernement pour essayer d'aller plus vite. Pour finir, Monsieur le Président, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des opérateurs économiques pendant que vous prenez les rênes de la CCMA? Bon, le message à l'endroit des opérateurs économiques, c'est très simple. Les opérateurs économiques doivent jouer un rôle très important dans ce pays. Ils ont une mission effectivement de création de recherche, une mission de création d'emplois. Et donc, il faut que les opérateurs économiques soient conscients qu'ils ont une responsabilité, presque de responsabilité publique à faire. Et donc chacun doit effectivement s'engager vers cette voie en essayant d'encourager, de mobiliser les ressources intérieures, de montrer ce qu'on est capable de faire avant de solliciter des investissements étrangers. Et je lance aussi un appel à l'endroit effectivement des hautes autorités, surtout du maréchal du Tchad, de nous soutenir dans cette politique. Parce que nous sommes ce qu'on appelle, je répète toujours que nous sommes le bras armé du maréchal dans le domaine du développement économique de notre pays, dans le domaine de lutte contre la pauvreté. Et donc nous sommes prêts, nous avons besoin d'appui. Nous pensons que le chef va nous soutenir sur cette voie. Merci, Monsieur Ali Hadji Mahamat Seyid. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la CCMA. Merci surtout pour les quelques précisions que vous venez de nous donner sur votre nouvelle mission. Merci et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci. L'actualité se poursuit dans le cadre de la semaine de citoyenneté. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, accompagnée de quelques membres de plusieurs organisations féminines, ont nettoyé les locaux de SOS Village d'enfants au quartier Ndjari. On en parle avec Falambi Sougan. Les membres des associations et groupements féminins, à leur tête, la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, ont investi dans cette journée de dimanche les locaux du SOS Village d'enfants pour désherber, mettre en terre des plants et faire le linge aux pensionnaires. Amina Priscille Longo, brouette à la main ou soit assise en train de laver les habits, c'est pour témoigner son affection aux orphelins. Amina Priscille Longo a mis à profit son temps pour partager un moment de convivialité avec les enfants et leur offrir des présents, composés de vivres et de non-vivres. Pour la ministre, ce geste vient de l'affection d'une maman. Le choix de ces sites n'est pas fortuit. Nous sommes venus parce que nous voulons donner un peu d'amour aux enfants, mais aussi en même temps encourager les responsables ici. Alors, nous sommes venus accompagner les organisations féminines qui ont décidé de venir nettoyer ici, mais de donner aussi un peu de sourire. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités comme il l'a toujours fait jusqu'ici pour que la question de la petite enfance soit une question de priorité. C'est une question de priorité jusqu'ici et mon département, soyez rassurés, donnera tout l'appui qu'il faudra au centre SOS Village d'enfants pour s'occuper de tous ces enfants, ces anges que je vois et qui sont très contents aussi de nous avoir ici. Ému de la visite de la délégation, le responsable du SOS Village d'enfants et les pensionnaires ont présenté leur gratitude. Merci à maman, merci à ministre, merci. Les leaders des organisations féminines rassurent la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance de leur soutien total pour l'accompagner dans sa noble mission. La commune du 1er arrondissement a initié une opération de mise en terre des plants sur le site du village Guilmey, un site réservé pour les activités de la ceinture verte. Cette action est à inscrire dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, un autre enjeu de la Semaine des actions citoyennes. Nouba Dumbaï Talomadi.
La semaine de l'arbre, édition 2020, la commune du 1er arrondissement a choisi le village de Guelmi pour le reboisement. Un site déjà parsemé de quelques plants mis en terre dans le cadre de la ceinture verte. Ça fait suite le lancement officiel de Semaine nationale de l'arbre. C'est à partir de là que nous avons pris cette initiative. La commune du 1er arrondissement répond ainsi à l'appel lancé par les hautes autorités dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre initiée depuis 1972. Planter un arbre c'est bien, mais l'entretenir c'est encore mieux. C'est un grand site. C'est un grand site qui a été lancé il y a quelques années. Dieu, mais par la grâce de Dieu, ça a poussé. À l'intérieur, c'est vraiment touffu. Et c'est les quelques zones qui sont restées vierges, donc nous avons profité, n'est-ce pas, de cette semaine pour pouvoir les planter. Et nous tenons vraiment à ce que les gens comprennent que c'est très important le reboisement. La mise en terre des plants, selon les organisateurs, est une réponse contre la désertification et participe à la politique de la préservation de l'écosystème. On vous annonçait dans nos éditions antérieures que le ministre de l'Agriculture se trouve dans le septentrion pour évaluer la campagne agricole en cours dans cette partie du pays. Ce soir, nous allons nous intéresser sur l'étape de la province de Hadjar Lamis avec Kalia Ngavouna, envoyé spécial. Le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, boucle sa deuxième série de tournées dans le cadre de l'évaluation de la campagne agricole 2020-2021 par la province de Hadjar Lamis. Il est question pour le ministre et les techniciens qui l'accompagnent d'avoir une idée claire et nette des données de la campagne agricole de la province de Hadjar Lamis et recueillir les principales contraintes et insuffisances en vue de prendre les dispositions nécessaires pour une campagne reçue. Le chef d'antenne ANADER de Massakouri, qui s'est fait le devoir de présenter la situation agricole de la campagne en cours dans la province de Hadjar Lamis, soutient qu'elle se déroule dans de très bonnes conditions. Il justifie cela par l'abondance des précipitations et a même causé d'inondations dans la province. Le ministre de l'Agriculture, qui est désormais rassuré du bon déroulement de la campagne agricole dans la province de Hadjar Lamis, a réitéré l'engagement du gouvernement à redynamiser le secteur agricole avec des appuis conséquents. Située dans la zone sahélienne, la province de Hadjar Lamis est perpétuellement soumise à des contraintes de tous ordres, auxquelles ces populations doivent-ils tout instant faire face pour leur survie. En raison des extrêmes précarités des conditions de vie des populations dans un milieu aussi austère, le gouvernement de la 4e République, sous la clairvoyance du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, soucieux du bien-être de tous les concitoyens, suit constamment et avec une attention toute particulière l'état de vulnérabilité des habitants de la province. Dans les échanges avec les techniciens et les responsables des services déconcentrés de son département, le ministre Abdoulaye Diar a insisté sur la collaboration. Il a en outre demandé aux responsables des projets et programmes d'appuyer les producteurs pour des résultats probants. Aussitôt, l'ANADER a procédé à la remise de 130 sémoires aux producteurs des 3 départements que compte le Hadjar Lamis. Une action très positive qui s'inscrit justement dans le cadre des actions gouvernementales qui sont prises dans le cadre de Covid pour justement atténuer les effets du coronavirus, mais également renforcer l'appui conseil chez nos producteurs en vue donc de booster la production agricole. Comme partout où il est passé, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a visité un champ situé à quelques kilomètres de la ville de Massakouri. La saison des pluies ne fait pas seulement que du bien, elle a aussi fait des dégâts et des sans-abri et des dégâts aussi énormes un peu partout dans le pays. C'est le cas à Mangalmé, dans le Guéra, où le député Issa Mordo Djawir est allé remonter le moral de la population sinistrée des inondations. Suivant ce reportage de Varilach. Les fortes précipitations enregistrées dans la ville de Mangalmé ont provoqué d'importants dégâts. Des maisons écroulées, des champs de culture engloutis et des puits d'eau potable endommagés. Cette situation dans cette partie du pays a obligé le député Issa Mordo Djawir de faire le tour de la ville pour s'imprégner de l'ampleur des dégâts. Ces pluies diluviennes enregistrées ici ont contraint des centaines de ménages à quitter leurs habitations. Les sinistrés en détresse sollicitent l'assistance de l'État
des partenaires ainsi que des bonnes volontés. Face aux déluges et au débordement des cours d'eau, un pont non loin de la ville de Mangalmé a cédé. Au regard de l'ampleur de ces inondations et leurs corollaires, l'élu de la circonscription de Mangalmé, Issa Mardo Djabir, tire la sonnette d'alarme par rapport aux probables poches des famines. Face à cette situation, en tant qu'élu, je ne peux que lancer un appel au gouvernement, mais aussi aux partenaires, mais également à toutes les bonnes volontés qui peuvent aider cette population-là à sortir de cette situation. La population de Mangalmé et celle des localités environnantes touchées par les inondations craignent non seulement des poches de famine, mais également des maladies d'origine hydrique. À cette occasion, le député du département de Mangalmé, Issa Mardo Djabir, appelle la population au respect des conseils édictés par les autorités sanitaires pour éviter toute épidémie dans la zone. En Djamena, pour parler au plus précis, les ONG se mobilisent pour apporter de l'aide aux sinistrés des inondations. C'est le cas de l'association Action Humanitaire et le Développement Durable qui a distribué des vivres aux sinistrés des 7e et 9e arrondissements. Damgue Joël, ligne reportage. Ce sont au total 108 victimes des inondations des communes du 7e et 9e arrondissement de la capitale à bénéficier de l'assistance de l'ONG nationale, Association pour l'action humanitaire et le développement durable, ACHDR. C'est un don composé de nattes en plastique, des moustiquaires, du riz, de l'huile et de l'eau de javel. Une action humanitaire qui vise, selon les responsables de la dite ONG, à appuyer les efforts du gouvernement en matière d'assistance aux populations victimes des inondations. Lorsque nous avons eu des informations à travers les presses, comme quoi la plupart, du moins environ 5 ou 6 arrondissements de N'Djamena sont victimes d'inondations et surtout les 7e et les 9e arrondissements, nous nous sommes dit qu'on ne pouvait pas être indifférent à la souffrance humaine parce que ce que vous ne savez pas, peut-être les slogans de HDR, c'est rétablir le sourire à ceux qui ont perdu l'espoir de vie. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leurs remerciements à l'ONG nationale ACHDR pour cette marque de compassion à leur égard. La teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition, le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Sebgue Nandé, a quitté N'Djamena ce dimanche 13 septembre 2020 à destination de Dakar au Sénégal en vue de prendre part à la 66e session du comité des ministres en charge des agences pour la sécurité de la navigation aérienne à Segna pour l'élection du directeur général de l'agence qui aura lieu du 14 au 16 septembre prochain. La délégation tchadienne est composée du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale et du directeur général du dit ministère. Une mission du Haut Conseil national de déminage conduite par son coordonnateur national et du secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement. Elle est à Fada, cette mission, dans l'Enedi Ouest. Sur place, la délégation a procédé à la relance des activités du HCND. Varilach. À Fada, dans la province de l'Enedi Ouest, le lancement des activités du Haut Conseil national de déminage est marqué par une rencontre avec les autorités provinciales. Conduite par le coordonnateur national du HCND, le général Brahim Djibrine, et comprenant le directeur général du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, la mission est venue inspecter les sites de mines et explosifs des différentes localités de la province de l'Enedi Ouest. Le projet d'appui au déminage, au développement et à la protection des personnes vulnérables est la réponse la plus adéquate. Il a plu à notre gouvernement, sous la plus haute direction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, d'apporter à l'objectif de libérer notre territoire national totalement des mines et des engins non explosés afin de permettre à toutes nos communautés de circuler librement et d'utiliser les terres pour leur épanouissement socio-économique et socio-culturel. Le directeur général du ministère de l'économie confie de son côté que le bien-être de la population reste toujours le souci majeur du gouvernement sous la conduite éclairée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République. Notre objectif ultime pour cette relance des activités dans la province de l'Enedi Ouest
est de libérer Fada du joug des enjeux de mort à destruction massive pour une éventuelle remise totale à disposition des terres d'ici septembre 2021 à la population. L'étape de la mission de Fada s'est achevée par une visite des sites dans les localités de Wadjingala et Wadi Ehou. Le directeur général du ministère de l'économie a reçu des explications des partenaires sur l'histoire de ces sites. Le Soudan organise depuis ce matin le baccalauréat session de 2020. À cet effet, un centre a été créé au Tchad pour les élèves du lycée de l'amitié Tchad-Soudan. On en parle avec Idriss Oumar Idriss. Il est 7 heures. Tous les candidats au baccalauréat soudanais sont dans leur salle respective. Quelques instants, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad lance les épreuves. C'est la première journée pour les candidats de toutes séries confondues. Ils sont au total 209, dont 11 filles, à affronter ce baccalauréat. Malgré les difficultés et les contraintes, cette année, nous avons pu organiser les baccalauréats, a affirmé le représentant du proviseur du dit établissement, Yahya Mohamed. Il a demandé aux candidats d'être sereins pour réussir cet examen. Pour rendre cet examen plus crédible, la République du Soudan a envoyé un émissaire pour contrôler le déroulement des épreuves. Selon Ahmed Ibrahim Bilal, le Tchad et le Soudan entretiennent d'excellentes relations diplomatiques dans plusieurs domaines, notamment l'éducation. C'est pourquoi il remercie les deux gouvernements pour le maintien de cet élan dans l'intérêt de leur population. Fondé en 1971, le complexe de l'amitié Tchad-Soudan d'Njamena a formé plusieurs cadres. Sur ce, mesdames et messieurs, cette édition se referme. Très bonne fin de semaine sur Télé Tchad.